Exercice numéro 8. Alors ici on va changer de fonction, on va prendre un autre type de fonction, donc les Stone-Garry qui sont présents également dans l'analyse économique. Alors on reconnaît cette forme de fonction parce qu'elles ont cette écriture là, donc x1 notre première variable à laquelle on additionne un paramètre, le tout exposant alpha, et puis x2 notre deuxième variable auquel on additionne un autre paramètre, et puis on a ici un autre exposant. Donc lorsqu'on a une fonction qui relève de cette construction-là, eh bien elle appartient à la famille des Stone-Garry. Alors l'intérêt, c'est qu'on va avoir des fonctions qui sont un petit peu différentes des Cobb-Douglas qu'on a l'habitude d'étudier, mais qui là aussi vont valider l'ensemble des hypothèses qu'on a dans le modèle microéconomique. Donc dans cet exercice, on nous donne cette première équation, et donc cette équation relève bien de cette forme-là. Ici, on a x1 plus 1, donc on a cette forme-là exposant un tiers. Et ici, on a x2 plus 0, donc x2, qui est à l'exposant 1 demi. On nous demande de calculer les courbes d'indifférence, d'en faire une étude. On regardera s'il peut y avoir une solution en coin, c'est-à-dire une solution dans laquelle la courbe d'utilité vient buter, vient être séquente à un des axes. On verra que c'est le cas ici. On déterminera l'expression des utilités marginales. Et puis enfin, on calculera le TMS et on vérifiera qu'il est bien décroissant. Donc dans un premier temps, on va écrire la fonction représentant la courbe d'indifférence U0. Donc on va partir de la fonction telle qu'elle est proposée dans l'énoncé. On a simplement remplacé U de x1, x2 par un paramètre fixé U0. Paramètre dont on ignore la valeur à ce stade du calcul. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est isoler x2 de manière à pouvoir obtenir l'équation et tracer cette courbe dans un repère x1, x2. Donc pour isoler x2 ici, je divise par x1 plus 1 exposant 1 tiers de chaque côté de mon égalité. Et puis ensuite, eh bien, je vais mettre cette écriture au carré. Ici, j'ai x2 exposant 1 demi. Ce que je veux, c'est x2 tout seul. Donc, c'est x2 exposant 2 sur 2. Donc, je mets l'ensemble de mon égalité au carré et j'obtiens ceci. Alors, je peux m'arrêter là. Ce que je peux faire aussi, c'est appliquer le carré sur mon numérateur et mon dénominateur. Et puis, je sais qu'on va me faire dériver cette écriture-là. Donc, à titre personnel, je préfère l'écrire sous cette forme. Ne pas garder la fraction et ici avoir cette forme-là exposant moins 2 tiers. Il faut maintenant faire une étude de cette fonction. Donc pour cela, il faut vérifier qu'elle est décroissante et qu'elle est convexe. Pour vérifier qu'elle est décroissante, il faut dans un premier temps calculer la dérivée première. Si cette dérivée première est inférieure à 0, alors la fonction sera décroissante. La dérivée première est calculée ici. Donc on va dériver cette écriture, U0 au carré est un paramètre, je le recopie et je dérive ceci. Donc ici je vais avoir moins 2 tiers, donc le n, x1 plus 1 exposant moins 2 tiers, moins 1. Donc là on reconnaît une forme de dérivée. L'écriture qui est ici se relève de cette forme de dérivation. Sauf qu'ici, je ne fais pas apparaître U', puisque lorsqu'on dérive x1 plus 1, eh bien la dérivée c'est 1. Donc j'ai en fait appliqué cette formule-là à cette écriture, mais on ne voit pas apparaître le U' qui donne 1. Je cherche à écrire ça un petit peu plus joliment, donc ici j'ai moins 5 tiers, puisque j'avais moins 2 tiers, moins 3 tiers, donc moins 5 tiers en tout. Si jamais on veut, pour pouvoir peut-être réfléchir sur les limites, cette fois-ci on peut faire apparaître la fraction. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là pour avoir la fraction. Alors ici on a un paramètre qui est positif, ici on a un paramètre qui est positif, donc l'ensemble de cette écriture est positif, donc cette fraction-là est positive, elle est multipliée par un ratio qui lui est négatif, donc cette dérivée première est négative. Puisque la dérivée première est négative, la fonction est décroissante, on a vérifié cette première condition. Deuxième condition qu'on doit vérifier, c'est que la fonction d'utilité, en plus d'être décroissante, doit être convexe. Pour être convexe, il faut que la dérivée seconde soit positive. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, donc on va dériver cette écriture-là pour pouvoir obtenir la dérivée seconde. Donc ici, la dérivée de cette écriture-là,
moins 2 tiers et u0 au carré sont des paramètres, je peux les recopier. Et donc il va falloir en fait que je dérive cette écriture-là, ou celle-ci, 1 sur x1 plus 1 exposant 5 demi, comme vous voulez. Donc la dérivée de ceci nous donne x1 plus 1, moins 5 demi, moins 1. Même chose, on a dérivé ça sous cette forme-là, mais la dérivée de u donne 1, donc cela n'apparaît pas ici dans l'écriture que je vous propose. On essaie d'écrire ça un petit peu plus joliment, donc on multiplie nos deux ratios, donc moins 2 tiers multiplié par moins 5 tiers, ça va nous donner 10 neuvièmes. Ensuite je recopie x1 plus 1 exposant, alors cette fois-ci j'ai donc moins 5 tiers, moins 3 tiers, donc moins 8 tiers, et puis je recopie u0 au carré. Là aussi je peux l'écrire juste pour bien comprendre ce que je suis en train de faire, sous forme d'une fraction, ça revient à la même chose. Alors est-ce que ça c'est positif? U0 est positif et de toute façon il est au carré, x1 représente des biens donc il est positif, donc l'écriture ici du dénominateur est positif, on a donc un ratio ici qui est forcément positif. Multiplié par un paramètre qui est positif, cet ensemble est bien positif, la dérivée seconde est positive, donc la fonction est bien convexe. Cette fonction respecte l'ensemble des conditions qu'on a posées dans le modèle microéconomique. Il nous reste maintenant à étudier les limites de cette fonction. Alors est-ce que cette fonction elle est asymptotique aux axes ou bien est-ce qu'à un moment cette fonction va être séquente avec l'axe? Sachant qu'on réfléchit sur R+, eh bien, toutes les parties de la courbe qui seront dans R- ne nous intéresseront pas et ne seront pas étudiées dans le cadre de cet exercice. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait l'écriture de notre courbe d'indifférence puisqu'on l'a calculée un peu plus haut dans l'exercice. On va donc chercher la limite de cette fonction lorsque x1 tend vers plus l'infini, donc lorsqu'on va par ici, et lorsque x1 tend vers 0, autrement dit ici. Alors, lorsque x1 tend vers plus l'infini, x1 ici tend vers plus l'infini, donc ici mon dénominateur sera de plus en plus grand. Je vais donc diviser un coefficient fixe, u0, c'est un nombre qui sera mis au carré, mais enfin ça sera une valeur fixe, que je vais diviser par un nombre qui lui est de plus en plus grand. Donc du coup, le résultat de x2 qu'on va obtenir va tendre vers 0, 0 plus. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va jamais être égal à 0. Ici, il n'y a aucune raison que x2 soit égal à 0. Pour que x2 soit égal à 0, il faudrait que u soit égal à 0. Donc ici, on va supposer pour le moment que l'utilité est positive. Si je consomme, j'ai une utilité positive. Pour avoir une utilité nulle, il faudrait que je ne consomme pas. Donc ici, on suppose que le consommateur consomme, donc l'utilité est positive, donc ce ratio est forcément positif. Donc on va bien avoir sur cette partie-là du schéma, eh bien, une courbe qui va se rapprocher de plus en plus de l'axe, mais sans jamais être égale à 0, donc sans jamais couper l'axe x1, l'axe des abscisses. Qu'en est-il sur les ordonnées? Alors sur les ordonnées, je reprends cette même fraction et je me dis qu'est-ce qui se passe lorsque x1 tend vers 0. Alors ici, je peux même écrire ce qui se passe lorsque x1 est égal à 0. Eh bien, je vais me retrouver avec u0 au carré divisé par 1 exposant 2 tiers. Alors 1 exposant 2 tiers, c'est 1. Et u0 au carré divisé par 1, c'est u0. Donc la limite de cette fonction-là, f de x1, lorsque x1 tend vers 0, c'est u0 au carré. On a bien une valeur finie, une valeur déterminée. On a un nombre ici. Donc ça veut dire que ici, en ce point, x2 est égal à u0, eh bien, je vais avoir une solution en coin ou une solution de coin. Donc on va avoir une courbe d'utilité qui est séquente avec l'axe des ordonnées. Tout ce qui se passe à gauche de l'axe des ordonnées concernerait des consommations négatives en bien 1, donc ça ne m'intéresse pas, donc j'arrête l'étude ici. Et donc on a quand même une courbe d'utilité qui n'est pas du tout asymptotique, qui va avoir un maximum de ce côté-là, et on aura donc un volume maximum de consommation du bien 2. On a non-satiété sur le bien 1, puisqu'on va jusque vers plus l'infini, et on aura un volume de consommation maximum pour le bien 2. On va maintenant déterminer les deux utilités marginales, et on va étudier ces utilités marginales. Alors l'utilité marginale du bien, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à chacun des biens, autrement dit par rapport au bien x1 et par rapport au bien x2. Donc je vais dériver cette fonction d'abord par rapport à x1. x2 est par conséquent considéré comme étant une constante. Donc je peux le recopier, c'est une constante qui est multipliée à ma variable, donc je le recopie ici dans le processus de dérivation. Il me faut ensuite dériver ceci,
Donc on va réutiliser la formule qu'on a déjà vue. Ici on reconnaît U exposant n qu'on va dériver, donc on va utiliser cette formule-là. Et ici à l'intérieur, je sais que U est égal à x1 plus 1, donc quand on va dériver, ça fera 1. Donc en fait, ce paramètre-là, je ne vais pas l'écrire dans les écritures qui sont juste en dessous, tout simplement parce que ça fait 1. Par contre, il va falloir écrire cette partie-là de la formule. Donc j'ai bien un tiers, je dérive par rapport à x1, j'ai la fonction u exposant moins n-1, donc ici, 1 tiers moins 3 tiers, c'est-à-dire moins 2 tiers. Qu'est-ce que je peux dire sur cette utilité marginale? Eh bien, x1 est positif, x2 est positif, ce sont des quantités de biens, donc l'ensemble de cette écriture est positive, on multiplie ça par un coefficient positif, donc l'utilité marginale du bien 1 est positive. On calcule maintenant l'utilité marginale du bien 2, donc je fais la dérivée du bien 2 par rapport à x2. Donc toute la première partie ici est considérée comme étant une constante multipliée à ma variable, donc je la recopie, et il faut maintenant que je dérive cette partie-là. Donc là on n'a pas besoin de formule complexe, hein, on a x exposant n, et donc sa dérivée c'est n x exposant n-1. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, n x exposant 1 demi moins 1, il nous reste donc moins 1 demi. Qu'est-ce que je peux dire sur cette utilité marginale? Eh bien, l'ensemble de cette écriture est positif puisque x1 et x2 sont positifs puisqu'il s'agit de quantités de biens consommés qui sont multipliés par un coefficient positif, donc mon utilité marginale est positive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelle que soit la quantité de biens déjà consommés par mon consommateur, l'utilité associée à la consommation de la dernière unité sera toujours positive. On est bien sur un axiome de non-satiété. Il nous reste maintenant à étudier les limites des utilités marginales. Alors, derrière l'idée de cette étude, on se pose la question suivante. Est-ce que le consommateur commence à consommer les biens x1 et x2 en même temps? Ou bien est-ce qu'il va privilégier dans la première partie de sa consommation un des deux biens? Donc par exemple, commencer par consommer du bien x1, puis ensuite, au-delà d'un certain seuil, commencer à consommer du bien x2. Alors quelle est la règle qui va être dans l'esprit du consommateur? Si le consommateur est rationnel, il va consommer dans un premier temps les biens dont l'utilité marginale sont la plus grande. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, il préfère les mélanges, donc il va se mettre à consommer le deuxième bien dont l'utilité marginale est plus faible. Vérifions cela dans le cadre de notre exercice. La limite de l'utilité marginale du bien 1. Donc on va reprendre cette écriture et on va se demander ce qui se passe lorsque la quantité consommée du bien 1 tend vers 0. Donc je ne consomme quasiment pas de bien 1, quelle est l'utilité que je retire? Donc ici on va remplacer x1 par 0, j'obtiens cette écriture et donc j'obtiens un tiers de x2 exposant 1 demi. On fait la même étude pour x2. Donc on va regarder la limite de l'utilité marginale du bien 2 lorsque x2 tend vers 0. Alors pour peut-être que ça soit plus flagrant, je le réécris sous cette forme. Donc on va avoir ici x2 exposant moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur x2 exposant 1 demi. Lorsque x2 tend vers 0, c'est bien ce dénominateur va tendre vers 0. Donc on va diviser 1 par un nombre qui se rapproche de plus en plus de 0. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Et plus l'infini multiplié par le résultat qu'on aura en calculant ça, en déterminant une certaine valeur de x1, eh bien ça nous donnera plus l'infini. Donc on a une limite qui est positive, très bien, mais surtout qui est infinie. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on tire de cette analyse? La conclusion qu'on tire, c'est que l'utilité marginale du bien 2, en tout cas sa limite, est plus grande que la limite de l'utilité marginale du bien 1. Cela signifie que du point de vue du consommateur qu'on est en train d'étudier ici, l'utilité marginale du bien 2 va être supérieure à l'utilité marginale du bien 1. Le tout au voisinage de 0, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur les premières unités consommées de bien 1 d'une part et de bien 2 d'autre part. Qu'est-ce qu'on peut donc en tirer comme conclusion? On peut donc dire que le consommateur va commencer à consommer le bien 2 parce que c'est là qu'il va avoir une utilité marginale la plus grande. Puis, lorsqu'il aura atteint un certain seuil de consommation de bien 2, comme il préfère les mélanges, il va commencer de consommer une certaine quantité de bien 1. Donc on a bien une
hiérarchisation temporelle, un écart temporel entre le début de la consommation du bien 1 et le début de la consommation du bien 2. Dans quel cas est-ce qu'on aurait eu des consommations qui débutent en même temps? Eh bien lorsque les limites des utilités marginales sont égales. Troisième question, on nous demande de calculer le TMS. Donc le TMS, on sait que c'est le rapport des utilités marginales, et les utilités marginales, on les a calculées dans la question précédente. Le rapport des utilités marginales est écrit ici. Alors, on voit qu'on a quelques simplifications possibles. Ici, j'ai x2 moins 1,5, et je divise par x2 moins 1,5, donc cela revient à multiplier par x2 1,5, et comme j'ai déjà x2 1,5 ici, je vais donc pouvoir écrire x2. Ici, j'ai 1 tiers divisé par 1,5. Donc 1 tiers divisé par 1,5, c'est 1 tiers multiplié par 2. Donc ça fait 2 tiers. Donc c'est les chiffres que je retrouve ici, 2 tiers. Et puis ici, j'ai x1 plus 1 exposant moins 2 tiers, ce qui équivaut à 1 sur x1 plus 1 exposant 2 tiers. Or ici, j'ai déjà x1 plus 1 exposant 1 tiers. Donc je vais avoir x1 plus 1 exposant 1, qu'on trouve écrit ici. Je sais qu'on peut me demander un certain nombre de choses, et notamment ici, on va me demander, dans l'exercice, de vérifier que le TMS est décroissant. Pour vérifier qu'une variable est décroissante, il faut que je calcule sa dérivée première. Donc je choisis de remodifier un petit peu mon écriture. Il va falloir que je fasse cette dérivée par rapport à x1. Je vais chercher l'évolution du TMS lorsque les quantités de biens x1 consommés changent. Donc je vais essayer d'isoler mon paramètre x1. Alors je peux le faire sous cette forme, hein. J'ai extrait x1 plus 1 ici, j'arrive à quelque chose avec une fraction, vous pouvez travailler dessus à titre personnel, je préfère l'écrire sous cette forme-là, de manière à pouvoir faire ma dérivée plus simplement. Pour faire ma dérivée, eh bien, je vais réutiliser cette formule-là, donc ici j'ai u exposant n, et donc il va falloir que je le dérive. Donc ça, c'est un paramètre qui est multiplié à ma variable, donc il ne change pas dans le processus de dérivation, je peux le recopier, et ensuite je passe à ma dérivée. Donc on a n qui est égal à moins 1, que j'indique ici. Ensuite, j'ai u exposant n-1, donc j'avais déjà exposant moins 1, donc je remets un deuxième moins 1. Et ensuite, je dois écrire u', eh bien la dérivée de x1 plus 1, ça nous donne 1, donc ici on a le paramètre 1. Donc ça me donne quoi? Ça me donne moins 2 tiers de x2 multiplié par x1 plus 1 exposant moins 2. Ça va me servir à savoir si mon TMS est bien décroissant. En théorie, il doit l'être. Et pour qu'il soit décroissant, il faut que cette écriture mathématique soit toujours négative. x1 représente des consommations de biens, donc il est positif, donc cette partie-là de l'écriture est positive. Moins 2 tiers est négatif, x2 est positif, puisqu'il s'agit de consommation. Donc l'écriture ici est forcément négative. J'ai bien une dérivée du TMS qui est négative, j'ai donc bien un TMS décroissant le long de la courbe d'indifférence. Cette fonction respecte donc bien l'ensemble des axiomes de la microéconomie.